moi, en fait, là, c'est vraiment pas déconnecté de la vie de tous les jours dans l'appart. Bon, après, aujourd'hui, il faut le pratiquer. Quand il faut le pratiquer, il faut aller à des expos, il faut regarder, s'intéresser un peu à ce que les artistes font. Quand je faisais des recherches à l'époque pour mon diplôme d'architecture, je me suis rendu compte qu'en fait, toute l'identité au niveau des masses, en tout cas une bonne partie de l'identité au niveau des masses, telle que perçue par les Africains, n'était pas représentée. On les sectes à l'agence. Je suis pas seule, en fait. J'ai une bonne équipe qui n'apparaît pas. Mais là, c'est moi qui apparaît. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui travaillent. Et voilà, on a constitué ça ensemble. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Nous sommes à Janet Studio avec Madame Melissa Caputi. Bonjour Madame Melissa. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, on commence l'interview avec la première question. Comment vous faites pour ouvrir cette agence? Ok, comment je fais pour ouvrir Janet Studio? Janet Studio, en fait, existe aujourd'hui depuis 8 ans. Le temps passe vite. Et c'est après ma dernière expérience professionnelle en agence chez Kofi Diabaté que je décide de me mettre à mon compte, dans l'envie, avec l'envie de proposer quelque chose, de dessiner des projets tels que je les ressens. Et donc, je décide de créer Janet Studio dans mon appartement à l'époque, qui fait office d'appartement et d'agence d'architecture en même temps, comme on est trois. Et donc, après la création de Janet Studio, il y a eu plusieurs types de projets et tout, mais vous avez essayé d'avoir une sorte d'approche architecturale. Donc, comment vous allez cette approche? Quand je crée l'agence, j'ai d'abord une soif de partager, de créer, une soif de créer des projets d'architecture en fonction de la commande. Et donc, quand tu as cette soif-là, dans un premier temps, je n'arrive pas en fait à déterminer son identité architecturale à mes projets. Je suis dans un questionnement personnel de comment réussir à proposer quelque chose. J'essaie de créer en fait une image de ce que peut être l'architecture que j'aime. Mais en fait, on va dire que je suis encore un bébé architecte qui sait pas trop, qui a envie, mais qui ne sait pas trop comment mettre ses pieds. Donc je tâtonne un peu au début. Et c'est avec le projet du Bazar, qui est un projet que j'ai fait pour des amis, que j'ai réussi en fait à proposer quelque chose et qui après me fait comprendre que en fait, c'est ça l'identité un peu des projets, parce que pour moi en fait, cristallise un peu tout ce que je peux percevoir en fait de l'architecture, quelque chose d'assez sobre, minimal, mais quand même qui a une touche graphique. Et c'est là en fait je me rends compte que je déploie une sorte de technologie propre à l'Afrique, propre à moi en fait dans ce projet-là. Voilà. Et donc cette identité en fait de Janet Studio en fait pour moi elle est vraiment marquée avec le projet du Bazar. Dès le départ en fait elle n'est pas présentée, elle est là, elle est évanescente, mais elle n'est pas encore marquée. Et voilà, donc elle grandit et puis elle naît et elle se déploie un peu lorsque je n'ai plus l'impression de me poser la question de qu'est-ce que je dois proposer pour le poste. Puis voilà. Après moi j'ai le recul de me rendre compte que je pense que c'est ça. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte de ce que ça peut être en fait. Voilà. Dans la plupart de vos projets, la scénographie joue un rôle assez important. Donc, comment raconter l'histoire avec le projet? Comment vous arrivez à intégrer ça en fait, dans votre pratique architecturale? C'est marrant parce que moi, je suis, depuis l'école primaire, même le collège même, je suis une grande rêveuse en fait. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à un peu me perdre dans mes pensées. Et bon, cet inconvénient à l'école est devenu en vérité un atout parce que j'ai tendance à me raconter des histoires souvent de comment ça peut être, de comment ça aurait pu être, de comment c'est. Voilà quoi, il y a une petite vie qui se passe dans ma tête. Et donc du coup quand on me donne un projet, en fait, je lui raconte son histoire à lui. Et donc cette histoire que je raconte dans ma tête, en fait, je la fais sortir quand il s'agit de projets d'architecture. Et à chaque fois, en réalité, quand je fais les projets, je peux raconter une histoire sur le open. C'est-à-dire que quand je le dessine à mes collaborateurs ou même aux clients, je raconte une histoire. Je vais dire, en temps là, pour moi, ceci, on a ce focus,
c'est toute une scénographie que je fais dans ma tête, c'est un scénario, c'est un film, c'est une histoire que je me raconte en fait. Et c'était cette histoire-là que j'essaie de mettre en réalité et puis de faire participer les futurs usagers des projets. Donc c'est assez propre à ma personnalité en fait de faire cette petite histoire. Je fais rentrer les gens un peu dans les histoires qui sont dans ma tête. Là. Également, on voit que avec la scénographie, il y a l'art qui s'ajoute également à votre pratique. Quel est le rapport que l'art a dans vos différents projets, ou finalement quels sont ces éléments artistiques-là qui ont pu vous influencer ou qui vous influencent au continu dans votre pratique? Moi, en fait, là, ça ne va même pas déconnecter de la vie de tous les jours, on en a partout. Bon, après, aujourd'hui, il faut le pratiquer. Quand il faut le pratiquer, il faut aller à des expos, il faut regarder, s'intéresser un peu à ce que les artistes font. Et donc, bon, là, ça fait quelques temps que je suis un peu déconnecté, malheureusement, du milieu artistique. Il ne voit rien pour des raisons malheureusement professionnelles. Il faut que je me replonge un peu plus dedans. Mais quand je dis l'art fait partie du quotidien, en fait, c'est par rapport au projet, en fait. Pour moi, tous les projets, en fait, sont empreints d'art parce que quand on regarde, je sais pas, tu vas regarder le soleil qui va rentrer dans une pièce, on va voir comment ça va créer une ombre sur le mur. Quand on va écouter peut-être sa grand-mère parler, comment elle va raconter une histoire, ça me sait compter. Moi, en fait, l'art, en fait, à part l'art qu'on va retrouver dans les musées, dans les expos et tout, qui est pensé comme art, en fait, il est tout le temps présent. Il est tout le temps présent et en fait, dans mes projets d'architecture, en fait, j'essaye de le faire ressortir en montrant aux gens qu'en vérité, là, il est tout le temps présent. Il est tout le temps là. Et donc, du coup, j'ai pas forcément de référence à proprement parler parce que je m'imprègne de tout ça. Mais voilà, donc j'essaie au mieux d'intégrer le quotidien pour moi qui est une sorte d'art en fait, dans les projets. Et donc finalement, le recul que vous prenez sur la vie de tous les jours et tout dans vos projets, par exemple, au niveau du bazar, on va en parler, vous prenez des palettes qui sont là et vous finalement qui deviennent une sorte d'identité pour ce projet-là. Oui. On peut aller pour dire, allez, c'est de l'art aussi que vous créez sur... Oui, c'est-à-dire que quand c'est ça en fait, c'est pour ça que je dis en fait, qu'on le retrouve dans les objets du quotidien, on le retrouve dans les objets du quotidien et c'est en fait la perception, la façon de les regarder en fait, qui en font des objets d'art. D'accord. Quand vous allez regarder au niveau de tout ce qui est de l'art africain, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je ne suis pas une professionnelle de ça, mais au niveau par exemple des masques, quand je faisais des recherches à l'époque pour mon diplôme d'architecture, je me suis rendu compte qu'en fait, toute l'identité au niveau des masques, en tout cas une bonne partie de l'identité au niveau des masques, telle que perçue par les Africains, n'était pas représentée en tant qu'objet d'art, mais en tant qu'objet de la spiritualité ou objet du quotidien. Et c'est le regard en fait occidental, un certain regard occidental sur ces objets qui en ont fait pour eux des objets d'art. Il y a certains de ces objets-là qui étaient perçus comme des objets, c'était toujours attaché à une sorte de réalité en fait. Et donc du coup, la perception que quelqu'un a sur quelque chose en fait peut le transformer. D'accord? Et donc moi, c'est mes petits objets du quotidien en fait qui transformés d'une certaine manière en font après, comme pour le bazar, des palettes mises les unes à la suite des autres. Et après, je me rends compte que c'est un tissage kita qui fait qu'après, on se rend compte que ça peut être perçu comme un objet d'art et ça devient en fait une installation artistique. Mais c'est toujours la perception que l'acteur sur l'objet a qui change en réalité par rapport aux autres. Issa Diabaté avait fait, je pense, je sais pas si c'est lui qui avait utilisé des séries Naga comme objet de la balance. Il avait fait un élément métallique et puis il a mis deux séries Naga comme la balance en fait de la justice. Mais si tu l'utilises pour faire des allusions, c'est un série Naga, mais si tu mets sur un élément comme ça devient un objet qui pousse à une réflexion. Et moi en fait c'est ça qui m'intéresse dans la pratique de mes projets, de changer un peu la perception que je peux avoir sur l'objet et de le faire évoluer vers quelque chose. On a parlé du bazar, mais il y a également beaucoup d'autres projets que vous avez fait. Pour vous, lequel de vos projets décrit l'esprit de votre agence? De tous les projets qui sont connus, oui, le bazar le plus. Après, il y a eu le Kaya aussi.
Et l'esprit en fait de Jeunesse Studio, ça va être quelque chose d'assez simple. Hein, on va être sur quelque chose d'assez minimal. On veut être assez quand même, on essaie d'être assez fonctionnel dans le projet. Mais il y aura toute cette esthétique en fait de pratique de symboles, technologie, une sorte de technologie un peu low-tech, une sorte de low-tech. On essaie de, moi j'aime beaucoup expérimenter. Donc du coup, ces projets-là pour moi représentent tous un peu Jeunesse Studio. Bazar parce que c'est le premier. Après Kaya, c'est parmi les derniers qui ont été vus. En même temps, il y a eu au milieu, il y a le Bloom et tout. Mais en fait, c'est des projets en fait qui utilisent le quotidien, des objets du quotidien en low-tech, en utilisant, en essayant de dépasser la réflexion de se dire bon, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec cet objet-là? Et pour moi, en fait, tous ces projets-là, on est un peu les parents de tous ces projets. On n'a pas d'enfants préférés dedans, en fait. On les aime tous un peu différemment parce qu'ils nous permettent de comprendre quelque chose autrement. Mais je les aime tous, mes projets. Je les aime tous. Il n'y a pas d'enfants préférés. On en parlait tout à l'heure de votre technique de réemploi au fait des différents matériaux, comment on essaie de voir une sorte de pièce maîtresse au fait dans chaque projet, le bazar, le loom, Kaya et tout ça. Finalement, pourquoi en fait pourquoi votre penchant pour cette forme? Oui, parce que j'aime bien dire, je les appelle les objets les éléments carte d'identité, les éléments de la carte d'identité. Et pour moi, la carte d'identité, ça permet un peu de savoir qui tu es. Ça permet un peu de savoir qui tu es, donc ça permet un peu si on faisait une petite carte, ça permet un peu de les localiser un peu et de les rendre un peu sous une certaine forme, un peu inoubliable, on va pas se mentir. L'idée, c'est pas forcément pour moi de les rendre oubliables, mais c'est qu'ils deviennent un peu des références pour les propriétaires de ces objets. Parce que souvent ça va être des objets de commerce, donc il faut avoir une accroche en fait avec celui qui va venir utiliser l'objet usagé. Donc à Bloom, ça va être les bandes blanches et noires, pour que les clients en fait, je travaille un peu sur leur subconscient, tu vois, pour qu'ils essaient de ne pas oublier que c'est l'endroit où il y a les plantes et les bandes blanches et noires. À Bazar, c'était les palais, à Kaya, ça va être peut-être les poteaux, le sol, donc bien sûr il y a la piscine et tout, mais c'est des petits éléments en fait comme ça qui marquent, et l'idée c'est qu'ils n'oublient pas en fait le lieu pour avoir envie de revenir. Donc il y a un petit travail un peu de manipulation, mais c'est surtout fait pour qu'ils soient un peu inoubliables. Je veux qu'ils aient quelque chose qui fasse qu'on se rappelle. C'est ça. Pas besoin d'être grand. Voilà. C'est un peu la photo de la pièce d'identité. Et donc aujourd'hui, on portait plusieurs casquettes. Vous êtes architecte et maintenant vous êtes enseignante à l'école d'architecture d'Abidjan. À quel moment décidez-vous de devenir enseignante? À quel moment vous vous dites, c'est le moment, il faut que j'aille essayer de transmettre ce que je sais? Oui. Pour l'enseignement, en fait, ça m'a trotté un peu dans la tête, mais ça s'est manifesté vraiment concrètement. Bon, après les 7 ans d'agence, s'est manifesté un peu grâce à une rencontre. Grâce à une rencontre que j'ai faite avec un architecte qui s'appelle Pierre Escobar, lui-même est professeur d'architecture à Berlin, et j'avais déjà un peu cette envie-là parce que j'aime beaucoup échanger. Quand je parle d'architecture, malheureusement, je suis un peu intarrêtable. J'aime bien échanger avec les stagiaires qui venaient, avec d'autres architectes et tout. Et j'avais cette envie, mais je n'avais pas la valeur temps pour pouvoir le faire, parce que entre le moment où tu travailles en agence, après tu ouvres ton agence, tu dois la stabiliser, l'agence, et aussi tu te demandes aussi si tu as la légitimité de pouvoir proposer quelque chose en tant que professeur d'architecture. La discussion en fait que j'ai avec Pierre me conforte en fait dans l'idée de dire que, pas que je sais tout, mais que je pense au vu du temps en fait que j'ai passé dans le métier, c'est pas beaucoup pour un architecte, mais ça reste quand même conséquent. C'est intéressant de pouvoir partager ça en fait avec d'autres jeunes architectes. J'ai eu la chance de pouvoir étudier à l'extérieur, en France, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir de bons professeurs d'architecture, et je me rappelle aussi de certains de leurs cours et tout, et pour pouvoir en fait le partager avec les étudiants de l'école d'architecture ici. Moi, que Dieu m'ait existé un peu comme un billet d'avion
à chaque étudiant pour avoir accès en fait à ce que j'ai eu il y a quelques années sans forcément quitter en fait le territoire. Et c'était un peu ça, ce qui m'a un peu poussé à... Donc il y a Pierre que je remercie, à qui j'ai dit qu'il était très content d'aller. On devait parler même d'échanges avec les étudiants. Donc j'allais à Berlin avec les étudiants, c'est à voir après. Mais voilà, donc c'est lui qui a réussi à me faire passer le cap et à proposer ma candidature à l'école d'études. Proposer le peu de savoir que j'ai aux étudiants et les accompagner en fait dans cette démarche de devenir architecte. Alors, quand vous commencez, quelle est votre approche pédagogique? Sur quoi vous partez? Vous dites, bon, moi je pense que je vais fonctionner comme ça. Oui, ça c'est des grandes questions. Après, maintenant tu me dis, tu veux devenir professeur, maintenant qu'est-ce que tu apprends aux étudiants? On commence par le départ, on va commencer par l'être. Donc, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Donc, j'ai besoin de savoir s'ils savent qui ils sont. Donc, je leur pose la question tout simplement, qui êtes-vous? Pas pour des questions psychologiques, les analyser, non, c'est pas ça. C'est vraiment pour que eux-mêmes, parce que souvent, il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question de qui ils sont. Parce que souvent, quelqu'un peut te demander comment tu t'appelles, qui tu es. Toujours l'autre te demande. Mais toi-même, tu t'es déjà posé la question de qui tu es. Et je pense que quand quelqu'un te pose la question de qui tu es, tu donnes en fait une vision que tu as de toi comme un personnage à la personne. Tu te présentes à quelqu'un. Mais toi-même, quand tu te présentes à toi, qui es-tu? Et en fait, c'était ça la question en fait par rapport à elle. Je voulais savoir comment il se percevait. Parce que pour moi, il est important en fait de savoir, de comprendre son propre champ de définition avant de dire qu'on va accompagner quelqu'un dans son champ de définition. Quand on est architecte, on accompagne les clients dans le champ de définition. On rentre dans leur intimité, dans le privé, entre la maison, l'appartement et tout. Et pour moi, il était important qu'ils puissent se baliser eux-mêmes avant de dire qu'on va rentrer dans l'accompagnement des autres. Donc moi, j'essaie déjà à l'école d'essayer de les accompagner eux-mêmes. Parce que demain, ils doivent pouvoir accompagner les gens. Voilà. Donc c'est comme ça que je commence mon cours, qui es-tu? Et voilà, je trouve que c'est... Je leur ai dit, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pour vous amener à vous questionner sur lui-même, avoir conscience de son être, poser quelque chose de ça. Comment voyez-vous l'avenir de l'architecture, de l'enseignement architectural en Côte d'Ivoire? Et comment vous voyez les opportunités ou les défis qui pourraient y arriver? Donc oui, effectivement, je viens de commencer. Et effectivement, pour moi, en fait, après, je pense qu'il y a d'autres professeurs, il y a d'autres architectes qui doivent avoir une vision qui peut être complémentaire ou différente. Tout est vrai, tout est faux. Mais pour moi, en fait, ça doit être empreint de beaucoup de générosité. D'accord? Ça veut dire qu'on fait un métier, on accompagne les gens. Et l'idée, en fait, quand moi, je vais donner des cours à l'école d'architecture, je vais passer un savoir que j'ai acquis, mais je veux aussi apprendre à des gens à devenir généreux dans leur métier. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, s'il y a vraiment un défi qu'il y a en termes d'architecture, c'est d'apprendre aux jeunes étudiants à devenir des architectes généreux. Pour moi, un architecte généreux, il fait un projet comme toujours de M. Richon, la Cité des Arts, il fait des grandes ouvertures, il fait rentrer de la lumière, il fait circuler du vent, il permet au corps en fait, de se sentir bien, il donne des jardins. Et en fait, ces architectes qui sont venus de l'extérieur, là, les architectes français à l'époque qui ont été coïncités pour faire les différents projets qu'on a aujourd'hui, qui tiennent encore à Abidjan, sont des gens qui étaient en train quand même d'une certaine générosité, parce que c'est pas leur territoire. Ils auraient pu nous donner autre chose que ce qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne jusqu'aujourd'hui, des années après. Et pour ça, il faut être capable de proposer et puis d'être généreux en fait, de vouloir comprendre, connaître les gens et tout. Et sans vouloir critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, il y a malheureusement un certain manque de générosité. Je ne pense pas qu'il soit la faute des architectes ou quoi. Ils ont pas mal de bâtiments qu'on retrouve. Quand vous prenez un bâtiment, vous montez n'est pas deux marches pareilles, bon, je pense que c'est un peu méchant de faire ça à quelqu'un, ou quand vous mettez les deux fenêtres avec des distances pas très... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de générosité à vouloir côtoyer le financier que de vouloir mettre les corps des gens à l'aise. Et moi, en fait, quand je vais avec mon
mon petit sac et mon petit carnet à l'école d'architecture, c'est pour apprendre un peu de générosité. Là, c'est ma petite révolution. De générosité aux étudiants d'architecture et puis pour le bien-être de tout le monde. Quoi. Ouais. L'idée, c'est ça. Je pense qu'on peut être rentable, mais c'est pas parce qu'on fait que de la rentabilité qu'on est méchant avec les gens. On est fait pour dessiner pas des prisons. Ouais. Pouvez nous raconter ou partager une expérience d'un enseignement dans votre vie professionnelle en architecture qui vous a marqué, qui peut-être a fait qu'aujourd'hui vous vous dites, bon, allez, peut-être je suis architecte, mais je peux me pencher aussi peut-être pour le réemploi, pour la scénographie, après voir comment vous conseillez et tout ça. Quelle expérience au niveau de ma vie en tant qu'étudiant m'a imprégné au point de vouloir donner des cours d'architecture. J'ai eu la chance d'avoir un des meilleurs cours d'architecture du monde. En première année, j'ai eu un professeur d'architecture, il s'appelle Lionel Lemierre. Il s'appelle Lionel Lemierre, prof d'architecture en première année. J'ai eu Lionel Lemierre et Sylvie Dugas en binôme. Et en 5e année, j'ai la chance d'avoir Lionel Lemierre pour fermer mon année en fait. Et je le choisis comme prof de diplôme. Il était possible de l'avoir en diplôme. Et donc du coup, je boucle la boucle. Et pour moi, c'est en termes de professeur d'architecture, je pense que j'ai eu le meilleur professeur d'architecture avec lui. Parce qu'il a justement empreint d'une générosité de ce métier-là. Et il a réussi subtilement à nous communiquer cet amour de ce métier-là. Et c'est ça, en fait, je pense, qui m'a imprégné et qui a réussi à me donner envie de vouloir communiquer ça aux autres. Les ascendants sont importants, en fait. Les personnes qui étaient au-dessus de toi par rapport à ce que tu fais. Avoir des ascendants tels que lui, des gens qui étaient au-dessus de toi, qui t'ont appris des choses, en fait, te donne envie de communiquer. J'espère que mes étudiants d'architecture vont envie de donner des cours demain. C'est désagréable. Mais voilà, c'est lui qui m'a inspiré, il nous donnait des exercices qui je comprenais rien. Et en fait, après, quand tu voyais, lui c'était un peu Kung Fu Panda, quoi. Non, pas Kung Fu Panda, c'était le maître un peu Karate Kid. Ouais. T'es Karate Kid. T'es Karate Kid. C'est qui te fait balayer, tu sais pas pourquoi tu balayes. Mais après, quand il te lance quelque chose, tu sais l'écarter et tout. Et lui, c'était un peu ça. Il a insufflé des choses de façon subtile qu'aujourd'hui je vois qui ressortaient et qui sont venus sans qu'on fasse trop de l'effort. Parce qu'il a réussi à communiquer ça avec une certaine pédagogie. Voilà, lui il m'a inspiré à des ça d'architecture. Et il m'a donné envie de communiquer. Et je me souviens, le premier cours d'archi, il a été, il fait un cours magistral où il parle avec des mots tellement difficiles que je pense que la moitié de la classe comprend. Parce qu'à la fin, il dit que c'était volontaire. Il ne voulait pas que je parlais avec des mots difficiles pour voir. Et il était vraiment des garçons. Vraiment. Et au niveau de votre expérience professionnelle, vous êtes passé dans nombre de cabinets en Côte d'Ivoire, comme les plus grands, Archiconcept, Kofi Diabaté. Finalement, quelle expérience qui ressort de tous ces passages, ces trucs? Oui. Oui, tout ce que je peux faire aujourd'hui dans mon agence, c'est parce que je suis justement. Je me promener, je me suis promené un peu dans ces agences qui ont accepté de m'ouvrir leurs portes. Chez Kofi Diabaté, j'ai appris la rigueur de ce que c'est qu'être architecte. Ils sont rigoureux à Kofi Diabaté. Ils sont très rigoureux. Hein. Ils travaillent le détail. Monsieur Kofi Guillaume qui vient tôt, qui part tard, qui continue à dessiner en s'attrapant la tête, il gratte, il réfléchit, ils ont un bout de leur métier. Ils ont une façon de faire l'architecture. Dans toutes les agences où je suis passé chez Archiconcept, c'est pareil, un monde du métier d'architecte qui essaie du coup pour le c'est une femme, donc du coup, tu as aussi les réalités en tant que femme architecte.
d'interlocuteur masculin, où il y a un point de vue qui doit être vraiment solide pour que ça puisse passer. Je travaille aussi pas mal les intérieurs, parce que je vois les casquettes d'architecte d'intérieur. En fait, toutes ces expériences-là m'ont permis en fait, de construire la personne architecte que je suis. Et oui, ça m'a apporté. Je pense que c'est parce que justement j'ai ces écoles-là que je peux tenir encore aujourd'hui. Parce qu'ils sont là, donc il faut trouver des bons professeurs, et les bons professeurs. Et finalement, on peut se poser la question comment vous arrivez à combiner tout ça? Donc, comment vous arrivez à combiner votre métier d'enseignante et le calendrier d'un architecte conseil, c'est assez chargé. Comment vous faites pour pouvoir combiner tout ça? Des fois, je me demande. Non, on ne va pas se mentir. J'ai ralenti un peu la cadence par rapport à quand j'ai démarré au début. Au début, je me dispersais un peu. Je prenais un peu tous les projets juste parce que j'avais une gourmandise de produire. Donc, du coup, ça me donnait des emplois du temps assez chargés. Et avec le temps et la maturité un peu qui est en train de s'installer, j'espère, j'ai appris à... Et du coup aussi avec le fait qu'on connaisse un peu nos projets, donc du coup on a des clients qui ont un peu plus de finances, on va dire, du coup on est sur des projets un peu plus gros, qui ont beaucoup plus de temps. Avant on était vraiment sur des projets, des fois qui sont très serrés, dans le délai, au niveau du budget, pas beaucoup, donc on m'appuie, et tout. Et en fait, j'ai appris à organiser mon emploi du temps. Et je ne l'ai pas fait toute seule. Parce que Jeunesse Studio, c'est pas comme moi. Jeunesse Studio, on est 6 ou on est 7. Jeunesse Studio, c'est une équipe. J'ai commencé seule, après on était 3, aujourd'hui on est 7. On est 7 à l'agence. Et je ne suis pas seule en fait. J'ai une bonne équipe qui n'apparaît pas. Mais là, c'est moi qui apparaît, mais pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui travaillent. Et voilà, on a constitué ça ensemble. Quand je suis devant, je parle, je porte le truc, mais il y a des gens qui m'aident à aller faire l'école d'architecture. Et quand je suis pas là, l'annonce continue de tourner. Je ne ferme pas la porte. Donc, je ne l'ai pas fait toute seule. Donc, je profite même pour remercier mon staff, qui est un staff magnifique, qui me permet de pouvoir faire des interviews, d'aller donner des cours à l'école d'archi. Voilà, les gens ne se fait pas seul, quoi. Les hommes avec qui tu constitues ton équipe, c'est ceux-là qui te permettent de... C'est ceux-là, en fait, c'est eux qui sont avec moi, qui sont de la studio. Me permettent de pouvoir donner des cours, me permettent de pouvoir être là 8 ans après. C'est toute une équipe. Pas moi seul. Et on va parler d'un autre sujet, l'architecture post-indépendance. On ne peut pas parler de l'architecture post-indépendance en Côte d'Ivoire sans parler de la commune du plateau, des bâtiments des années 70. Comment vous percevez cela? Comment cela vous influence au fait dans la pratique? Déjà, pour commencer, je vais pas mentir. Quand j'étais jeune, à l'ambition, je ne faisais pas vraiment attention de bâtiment. Et c'est en faisant des études d'architecture que j'ai commencé à les remarquer, à les regarder, à les analyser et à me rendre compte en fait que c'est des bâtiments qui tiennent mieux. Et à me rendre compte que c'est des bâtiments qui ont une esthétique hallucinante, qui ont du béton qu'on ne coule plus comme ça, comment ça m'influence un peu comme tous les bâtiments des années post-indépendance. C'est des bâtiments généreux. Voilà. C'est la générosité des bâtiments, de ces bâtiments-là qui m'influence. Ces bâtiments, moi je reste toujours quand même surprise que c'est l'extérieur, c'est des gens de l'extérieur qui... j'ai regardé votre interview avec M. Michon qui dit que les palais présidentiels, ils vont utiliser porte d'eau qui vont couler par la vraie, mais ils la font dupliquer, qui la font couler et qui la font mettre, je pense, sur le plafond et tout. Et c'est bizarre, mais en fait, c'est l'autre qui te fait comprendre qui tu es, en fait, des fois. C'est la fascination que l'autre a pour ce que tu es, qui des fois te permet de savoir qui tu es toi-même, en fait. Oui, c'est joli, mais en même temps, ouais, c'est ça, ça m'influence, c'est comme ça que ça m'influence. C'est leur générosité, en fait, à la construction, à la conception. C'est leur générosité à la conception
qui m'influencent dans mes projets. Sur les couvertures, ventilation. Voilà. Et par exemple, il y a eu un débat qui est né sur ces bâtiments-là. Le fait que ces bâtiments-là ne font pas partie de notre patrimoine parce qu'ils n'ont pas été faits par les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Quelle est votre réflexion par rapport à ça? Bon, ils sont sur les territoires. Moi, je suis un peu simple. Bon, je sais pas, est-ce que parce que quelque chose n'est pas fait par un local, ne doit pas faire partie du patrimoine? Non, je pense pas. Je pense qu'une identité, c'est plus qu'une nationalité. Je sais pas ce que les gens disent. Je pense que oui, la nationalité fait partie. Mais je sais pas, je ne suis pas aussi catégorique que ça dans ce type moi, je suis très quand même ouverte sur certaines choses. Il y a, moi, l'idée d'appartenance à quelque chose, c'est vraiment. Il y a quand même, je sais pas pourquoi on leur dit de ne pas appartenir. Ils font partie intégrante pour moi du patrimoine ivoirien. Déjà, pour commencer, basiquement, ils sont sur le territoire. Donc, déjà, ils appartiennent, hein, si on voulait dire naissance, comment on appelle ça? Avoir la nationalité par être né sur le territoire. Ils ont la nationalité par être né sur le territoire. Maintenant, au-delà de ça, ces bâtiments-là, en fait, s'inspirent de produits locaux. Donc, quand je parle de la porte d'Ogon qui se retrouve sur le palais présidentiel, quand j'analyse comment ils font plier les femmes le foutou en bas parce qu'elles font trop de bruit, ils sont empreints d'une identité locale en fait. Donc après, si c'est pour des questions de sémantique et de gros français, ça m'apparaît pas, même je peux comprendre. Mais pour moi, il n'a jamais été question qu'ils ne soient pas en fait. Ils le sont. Maintenant, si on veut discourir dessus, mais c'est pas. Non, pour moi, ils font partie intégrante du patrimoine. Pas parce que c'est pas des Ivoiriens qui le font. C'est pas des Ivoiriens qui le font, mais ils ont quand même un impact. C'est des Ivoiriens qui l'ont habité, des Ivoiriens qui les ont utilisés, c'est pour des Ivoiriens qui ont été faits. Donc, on ne peut pas décider juste de relever quelque chose, ça vient juste parce que. C'est pas ma façon de penser. On se pose beaucoup la question de l'architecture ivoirienne. Est-ce que cette architecture, est-ce qu'elle existe? Ou est-ce qu'il faut réellement une architecture ivoirienne? Je pense qu'il y en a une. Je pense qu'il y a une architecture ivoirienne. En tout cas, depuis qu'on a commencé à faire, depuis la période, si on veut parler d'architecture un peu de la ville, ça ne parle pas de ce qu'on a fait dans les villages et tout. Mais de tout ce qui est de la ville, je pense qu'il y a une architecture ivoirienne à partir du moment où on commence à avoir les premiers projets qui sont maisons, qui sont belles plateaux, qui sont traversés. Il y a une réflexion sur la ville et tout. Dès ce départ, il y a déjà une architecture ivoirienne. Les bâtiments ils sont là, et des fois, on les pratique, on les utilise, on prend une certaine générosité. Moi, sur ce plan-là, je pense qu'on a une architecture ivoirienne et comme toute chose qui existe, elle continue à évoluer. Elle continue à évoluer à partir du moment où c'est fait sur le territoire ivoirien. Ces problématiques-là sont différentes, elles évoluent, elles s'inspirent de ce qui a été fait avant. Et oui, pour moi, il y a une architecture ivoirienne. Et voilà, il y en a une architecture ivoirienne. Et sur la question de l'identité au fait de cette architecture, ou si on essaie de mettre cette question en tension, on voit qu'au Burkina, on a une certaine identité où peut-être on construit aller en terre et tout. Mais en Côte d'Ivoire, où on s'est dit, bon, on recherche encore cette identité, il y a d'autres qui disent oui, l'architecture en Côte d'Ivoire, c'est un peu une sorte d'architecture européenne et tout. Est-ce que le débat finalement se tient? Donc comme je dis, c'est difficile, on discute, on discute. Je suis assez simple dans ma façon de voir les choses. Mais effectivement, il y a des au Burkina, au Sénégal, dans ces zones sahéliennes là, utiliser la brique de terre compressée là, la brique rouge là,
c'est naturel parce que on la trouve, je pense, à un côté. Ouais. Il y a le climat qui s'y prête, il ne pleut pas beaucoup là-bas, donc ça ne s'érode pas trop. Donc on l'utilise ici, si on l'utilise ici, on est obligé de bien la couvrir parce que je pense qu'elle aura peut-être tendance à se piquer si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, effectivement, sur une zone où tu as un climat qui est quand même, je pense, assez le même. En fait. Donc on va le retrouver beaucoup plus sur tout l'ensemble du territoire. Donc l'homogénéité de l'affaire va faire que ce sera plus facilement identifiable. Maintenant, ici, étant donné qu'on est plus dans cette zone d'Abidjan où il y a le plus d'activités et donc du coup d'architecture, même si la Côte d'Ivoire en fait a plusieurs zones climatiques, donc du coup, quand on va commencer à se déployer pour aller un peu ailleurs, ce qui fonctionne complètement au sud ne va pas forcément fonctionner complètement au nord, on va se retrouver avec des briques de terre rouge là-bas. Donc pour moi, asseoir la question de l'identité uniquement sur la question de l'uniformité, non pas, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai parce que on a quand même des bâtiments qui sont traversants, on a même des bâtiments qui ont on a quand même une écriture, on a quand même une histoire derrière. On ne peut pas tout rattacher forcément à la qualité visuelle commune de ces bâtiments-là. Moi, même si c'est ce que moi j'essaie de développer au travail de mes projets, on leur donner une identité forte parce que je sais que l'humain justement s'accroche beaucoup à tout ce qui est visuel. Mais ce serait un peu dommage de nier en fait tous ces efforts intellectuels là, qu'à la couleur d'un bâtiment. Non, je trouve pas, c'est pas intéressant. Non, je pense pas. Il y a une architecture ivoirienne, mais on va dire que c'est plus que du visuel. Il y a de la réflexion. Pas que les autres ne réfléchissent pas, mais il est plus facile de distinguer la même couleur que des couleurs différentes, mais avec des réflexions qui sont derrière. Donc, il y a une identité ivoirienne et il y en a une. Au fil des bâtis, ils ont mené des réflexions sur des projets avec justement toutes ces maisons avec des grands toits, avec la ventilation transversale, avec quand même l'usage de certains matériaux aussi. Des réflexions même sur les résidents chocolat, ils seront les mieux placés pour parler de ça. Il y a la question de la densité qui est traînée sur ces parcelles. Avant, c'était 2 maisons, 3 maisons. Ils ont créé quand même. Ils ont densifié les parcelles. Aujourd'hui, on voit plein de promotions de standing qui densifient les parcelles. Il y a quelques années, c'était impossible. Il y a des questions qui sont posées qui sont beaucoup plus subtiles. D'accord? Donc, on s'arrête souvent à tout ce qui est de l'œil. Mais il y a de la réflexion qui est menée. Donc, il y a vraiment peut-être là, maintenant, où il faut asseoir la chose, c'est de l'écrire, de le documenter. Pour que les gens soient plus au fait, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, c'est juste ça, mon avis. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture qui finalement aspirent à suivre une carrière similaire à la vôtre? Similaire à la mienne. Ah, c'est bien, oui, c'est vrai. Quel conseil je peux donner? Il faut être patient. Au-delà de l'architecture qu'ils font, l'architecture fait partie de notre. Eux-mêmes, ils sont les acteurs. Déjà qu'ils soient en accord avec eux-mêmes, qu'ils se comprennent, il faut qu'ils prêtent attention à eux. À tout temps, tout doit être fonctionné en réseau. Ça va se retransmettre dans le projet comme l'écriture. Ne nous donne pas de conseils d'architecture. On ne donne pas de conseils d'architecture. Ce sont des architectes tels qu'ils donnent l'expression. Ils ont pris le temps d'être en accord avec eux-mêmes. Le puzzle va se mettre en place. Et par contre, je leur demande d'être généreux. Ça, par contre. Il faut qu'ils soient généreux dans leur proposition. Mais ils soient généreux dans leur proposition. On n'oublie pas les gens qui sont généreux. C'est le pas pour les autres qui sont généreux. Enfin, quel projet ou réalisation future vous avez en tête, ou que ce soit dans votre pratique architecturale ou dans votre pratique d'enseignement? Pour les étudiants, on est en train de travailler sur un projet un peu de quartier éco-responsable. Et ça, c'est pour la suite avec eux, mais ils ont terminé l'année avec ce projet. Ensuite, pour la pratique même, il y a un projet qu'on est en train de faire. On s'est rendu compte sur les années là. Les dernières années qu'on a. Moi, j'aime bien la conception et tout. Je rêvais de ne faire que les conceptions, mais
au fil du temps, j'ai appris à accepter ce qu'il y a et on a vu qu'il y a pas mal de rénovations qui venaient. Moi, ce serait ça, mon mot de fin, ce serait félicitations à vous. Merci.